Mesdames, Messieurs, pourquoi un Congolais sur 25 000 serait un dictateur en Somalie? Pour répondre à cette question, je vais vous parler d'abord des facteurs déterminants, c'est-à-dire génétiques. Et je vous parlerai enfin des facteurs aggravants, c'est-à-dire épigénétiques, environnementaux, c'est-à-dire socio-culturels, famille, milieu parental, autres. Mesdames, Messieurs, commençons par des facteurs déterminants, c'est-à-dire génétiques. Pourquoi un Congolais sur 25 000 porterait les gènes pathologiques à caractère dictatorial sur des lignées individuelles et familiales? Je vous informe que l'être humain est composé à peu près de 30 000 gènes. Les gènes induisent des caractères et des comportements, parfois spécifiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle en génétique l'expression des gènes. Il y a des gènes qui s'expriment normalement et d'autres non. Oui, bon, quand ils sont anormaux, ça peut créer une perturbation. Donc, ça peut créer des cancers. C'est une perturbation des gènes qui induisent des comportements, des caractères et autres, ou des expressions. Bon, vous connaissez bien les mutations génétiques, les maladies génétiques, les maladies métaboliques. Oui, vous oubliez souvent aussi, et surtout ce qui touche les caractères et les comportements, les troubles de la raison. Par exemple, les troubles de la conscience, des valeurs morales, ce sont des éléments qui, et pourtant ce sont des éléments qui nous distinguent fondamentalement des animaux. Mesdames, Messieurs, le comportement de type dictateur se caractérise par deux expressions pathologiques de certains gènes à caractère autosomique, dominant et ou récessif. Dominant, c'est ce qu'on voit. On voit que quelqu'un est malade, quoi. Mais récessif, ça veut dire qu'on voit, on regarde, non, il n'est pas malade, mais il est malade parce que ça ne s'exprime pas encore. Mais quand ça va s'exprimer, et vous allez voir qu'il était malade. Donc, dominant, c'est ce qui est visible. Récessif, c'est ce qui est invisible. Donc, on parle des gènes autosomiques. Nous avons le chromosome X et Y. Pour les hommes, c'est X et Y. Pour les femmes, c'est XX. Mais nous avons 22 chromosomes autosomiques. C'est là où se concentre tout ce que je vais vous parler. Oui, je peux vous citer les gènes qui commandent l'expression de la raison. Eh bien oui, dans 97% des cas, les dictateurs ne sont pas raisonnables. Ce qu'on appelle la pathologie des gènes de la raison. 2. Les gènes qui commandent la conscience. Oui, nous en avons en fait deux formes de conscience. Il y a la conscience psychologique, celle qui est liée à la raison. Je suis raisonnable, autre. Toujours les gènes induisent ça. Et aussi la conscience morale, celle qui nous permet de distinguer le bien contre le mal. Bien sûr, l'éducation au cœur de ça, que je vais en parler après. Mais il semble que les dictateurs ne sont pas conscients de leurs actes, habitudes et comportements. Et notamment ceux qui touchent les droits humains, la dignité humaine, le bien commun ou l'intérêt général, le patrimoine commun, tout ce qui est du commun. De quel droit un individu peut s'accaparer d'un pays, d'un peuple et le massacrer et faire ce qu'il veut? De quel droit? Et les gens là sont en train de constater. Non. Le monsieur est en train
de mettre en action l'expression de ces gènes pathologiques. Mesdames, Messieurs. Or, l'expression de nos gènes, normaux ou non, commande. La raison ou la conscience s'exprime. Bon. Ça ne sort pas comme ça. C'est l'expression de nos gènes. La colère, la joie, l'amour, l'intelligence, tout ça c'est gouverné par des gènes. Chacun avec sa lignée individuelle ou familiale, des prédictions génétiques aussi. Mesdames, Messieurs, oui, pourquoi un Congolais sur 25 000 serait un dictateur en puissance ou en sommeil? Je dirais en sommeil. Bon, vous savez que les enfants des dictateurs ont un risque accru de présenter certaines aberrations anthropologiques qui sont des mutations génétiques à caractère dictatorial, c'est-à-dire irraisonné, inconscient et surtout confiscatoire, abusif du pouvoir, des biens communs. Oui, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas raisonnables. C'est l'expression des gènes. Les gènes, les génétiques, le sang, l'ADN. Vous connaissez. Ils ne sont pas raisonnables. Ils ne sont pas conscients de leurs actes. Bon, d'autres disent que c'est des malades mentaux, bien sûr, par rapport aux valeurs. Mais alors, comment expliquer cela? Dans le cas du Congo. Vous savez que c'est l'hérédité des mutations récessives qui permettent ou qui permet d'expliquer ce phénomène de la tyrannie humaine. Bien sûr qu'il y a l'échelle des tyrannies. Il y a celles qui sont plus virulentes que d'autres. Celles qui sont raisonnables ou non, ou d'autres, voilà. Ou conscients du mal qu'ils font aux autres, ou confisquent un pays ou autre, qui tuent les gens. Ils sont conscients, mais d'autres non, ça y est. Maintenant, ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est pas bon. Je ne suis pas le seul qui a créé l'humanité. Je ne suis pas le seul qui a fait. Donc, à un moment, il faut arrêter. Je peux me calmer, venez me chercher et je suis là. Mais non, d'autres non, jamais. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi un Congolais sur 25 000 porterait les gènes pathologiques à caractère dictatorial sur des lignées individuelles et familiales? Vous savez qu'au sein d'une population large, il existe de nombreux allèles récessifs rares. Donc nous sommes au cœur de la génétique. Dans la mesure où les unions entre personnes à caractère anthropologique dictatorial se font au hasard et que le nombre de personnes est élevé, le risque que deux personnes saines, porteuses d'une même mutation dictatoriale récessive se rencontrent reste faible. Alors que nous avons au Congo que 5 millions d'habitants. Donc le risque est grand, est élevé. Mesdames, Messieurs, si l'on prend par exemple l'exemple du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui a ses 48 ans, 50 ans de confiscation, de crimes, de dictature, autres. Si on prend l'exemple du dictateur Denis Sassou Nguesso, le coureur du Japon, qui a couché avec toutes les femmes du Congo, presque. Un couple congolais a un risque de donner naissance à un enfant atteint de 0,00004%, ce qui correspond à la fréquence des gènes du dictateur Denis Sassou Nguesso dans la population générale du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire une personne porteuse sur 25 000 Congolais. Cela traduit le fait qu'un Congolais sur 25 000 est porteur sain d'une mutation du caractère dictatorial de type Sassou Nguesso à l'état hétérozygote. C'est trop compliqué pour vous. Retenez hétérozygote, ça veut dire que vous voyez les albinos. Hétérozygote, albinos, quand vous voyez, il y a des gens qui sont dans la population africaine qui sont albinos, on ne les voit pas. Qui sont albinos, ils sont noirs, mais ils portent les gènes de albinos. Mais quand ils sont un enfant africain, c'est quoi albinos? Donc l'hétérozygote, c'est ça. Ça, c'est qu'il est sain, on ne voit même pas qu'il est albinos. Donc, au sein de la population, il y a une personne sur 25 000 qui porte les gènes à caractère dictatorial de Sassou Nguesso dans la population générale du Congo-Brazzaville. En revanche, je vous dis qu'en revanche, au sein d'une même famille, par exemple, la probabilité de retrouver une mutation à l'état hétérozygote
chez des individus appartenant aux différentes générations, et je dirais même des branches, est augmentée. En effet, ces anomalies se trouvent en quelque sorte concentrées dans la même famille en raison de leur transmission héréditaire. Cela veut dire que si vous faites l'amour ou vous vous mariez, vous faites des enfants entre les membres de la même famille, donc quand il y a des maladies, des tares, des maladies, des anomalies, donc ça va être concentré, puisqu'ils ne sortent pas. Donc quand c'est un hasard, voilà, donc ça ne passe pas. D'où l'enjeu de déjouer la consanguinité. Bon, cela veut dire que plus le lien de parenté est proche, par exemple entre cousines et cousins germains, par exemple, ou entre frères et sœurs, avec son oncle ou sa nièce, oui, plus ce risque est grand. D'ailleurs, en France, ici, on interdit les mariages consanguins à cause de ces problèmes de la génétique qui touchent aussi la santé publique et tous les problèmes que je peux vous parler parce que ça touche surtout au niveau des vies des familles, les relations sociales sont perturbées avec ces problèmes de maladies génétiques. Oui, mesdames, messieurs, je viens de vous expliquer les facteurs déterminants au caractère et au comportement précités. Je vais donc ici vous parler enfin des facteurs aggravants, c'est-à-dire épigénétiques ou environnementaux, je dirais socio-culturels, famille, milieu familial et tout ça. Vous connaissez. Mesdames, messieurs, vous savez que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille, à laquelle il fait confiance, et dans son milieu socio-culturel ou sociétal. Sa famille et son milieu socio-culturel seront alors les terreaux de ses références pour l'avenir. Pour l'enfant ou l'individu qui a grandi au sein d'une famille ou dans un milieu socio-culturel atypique, le risque de devenir dictateur ou dictateur récidiviste est élevé. Donc, l'environnement ou le milieu socio-culturel, comment les gènes s'expriment et induisent le caractère ou le comportement dictatorial. Mesdames, Messieurs, la problématique porte aussi à examiner les éclairages psychanalytiques relatifs à la raison, à l'esprit critique et à la conscience, quelle qu'elle soit, psychologique, donc liée à la raison, ou morale, liée au bien contre le mal, c'est-à-dire au regard du développement mental, cognitif, affectif et social de l'enfant qui, demain, sera adulte. Mesdames, Messieurs, parmi les facteurs aggravants, c'est-à-dire socio-culturels, il faut citer les comportements parentaux atypiques, les psychodrames familiaux et les déviances culturelles ou sociétales. Bon, on peut citer ça en vague, entre parenthèses, on dit les carences affectives peuvent perturber les gènes. Voilà. L'abandon, l'abandon, hein, les violences, les brimades, les humiliations répétées, etc. Ça peut perturber l'expression de certains gènes liés à certaines émotions. Voilà, et certains comportements. Oui. Bon. Ceci provoque naturellement des traumatismes. Et sans oublier les névroses liées à l'enfance. La récurrence de ces phénomènes aggravants à l'échelle congolaise, en exemple, peut désactiver l'expression de certains gènes, lesquels sont associés à la construction d'abord mentale de l'enfant et puis de l'adulte congolais. La perception du cerveau infantile où la notion de partage n'existe presque pas et qui, bien entendu, est constatée chez les auteurs des tyrannies est souvent la conséquence des interactions entre les gènes de l'individu et sa société d'appartenance. C'est-à-dire des interactions entre la génétique
de l'individu et son milieu socio-culturel d'appartenance. Mesdames, Messieurs, prenons le cas de l'enfant ou l'individu traumatisé qui n'a pas pu développer un cerveau complet, dans lequel il respecte le droit d'autrui et le partage, surtout en ce qui concerne le bien commun. Par exemple, mesdames, messieurs, vous savez que chez l'enfant, la notion de partage est vraiment acquise qui vers l'âge de 9-10 ans, c'est-à-dire CM1, CM2. Bien sûr qu'il peut y avoir des génies, mais mentalement, non, on ne peut pas. C'est impossible. C'est la conscience mentale qui l'impose. L'enfant ne sait pas partager avant cet âge. 7-8 ans, oui, dès qu'il a tel âge, il a raison à 7-8 ans, oui, c'est vrai. Mais l'opération de division, tout seul, faire ça, c'est pas possible. C'est une construction mentale. Donc les neurones sont en train de se connecter, donc les fonctions cognitives, limbiques, émotionnelles, mémoire, autres, tout ça sont en train de se connecter. Les neurones, c'est pas la taille du cerveau hein, en termes de vous avez une grosse tête, non. C'est des interactions entre les neurones qui font la valeur, les quotients d'intelligence. Mesdames, messieurs. Bon, donc chez l'enfant, la notion du partage est vraiment acquise vers l'âge de 9-10 ans. C'est d'ailleurs à cette période qu'il acquiert à l'école la capacité à réaliser ou réussir l'opération de division. Mais avant cet âge, je vous dis que dalle. Essayez vous-même, vous allez voir. Bon, si l'on transpose ce constat anthropologique et cette vérité scientifique, psychanalytique et psychologique aux dictateurs, on peut en déduire que leur cerveau est resté au stade juvénile. Oui, c'est à peu près cela. Pour ces individus ou dictateurs, 100 divisé par 10, il les reste toujours 100. Par exemple, c'est Sassou Nguesso, on dit 34 ans de dictature, oui, divisé par 7 mandats présidentiels, illégaux, illégitimes et antisociaux et constitutionnels, voilà. Mais non, il dit non, il me reste encore 34 ans, donc jusqu'à la mort. Donc, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. C'est ça un dictateur. Mais vous voyez ça comme ça, mais derrière, c'est l'expression des gènes et des facteurs épigénétiques, socio-environnementaux, etc. Des facteurs aggravants. Mesdames, Messieurs, prenons Mobutu par exemple, de la RDC, qui, après 32 ans de confiscation de pouvoir, pleurait comme un enfant devant Mandela et Kabila, Désiré Kabila. Voilà. Lorsqu'il fut destitué par Kabila, d'ailleurs. Il pleurait comme un enfant. Voilà, parce que c'est comme un cadeau, c'est des caprices d'enfance, en fait. Leur cerveau est resté au stade juvénile, c'est des caprices d'enfance. Faites des cadeaux de Noël ou tout ça. Un enfant, vous donnez un cadeau, et vous revenez, dès 10 secondes, le donne à l'autre. Il ne peut pas le donner, c'est pas possible, c'est à lui. Donc il ne peut pas, il va pleurer. Parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Les enfants pleurent facilement parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Les dictateurs, c'est pareil. C'est leur butin. Mobutu pleurait comme un enfant. On le voyait. 32 ans de pouvoir. C'est comme si la République démocratique du Congo, c'était à lui. Mais non, ce n'est pas à vous. C'est pour tout le monde. Mais pourquoi vous êtes là en train de pleurer? Vous avez eu 32 ans de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, il pleurait. Mesdames, Messieurs, je peux vous citer aussi Mohamed Kadhafi, par exemple, qui traitait les autres de malades mentaux, alors que lui-même est resté un enfant terrible. Et la liste de ces esprits, ces comportements-là, est très longue. Mais le point commun avec l'enfant, c'est qu'il est impossible de négocier avec un dictateur. Un dictateur est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. Parce qu'il y a quelque part toujours cette empreinte de l'enfance qui reste figée ou qui est restée figée en eux. Oui, je vous répète qu'un dictateur est comme un terroriste avec lequel les négociations, les dialogues et tout ça, c'est du temps perdu. Il ne faut pas négocier avec un terroriste. Un dictateur, c'est pareil. Il ne faut pas négocier. Même l'enfant, quand il pleure, ou donner cadeau, donner un cadeau vraiment qui pleure l'enfant. Ah oui, à 3-4 ans, mais c'est chaud. Hein? Ah oui, de le prendre ce cadeau, il va pleurer, il va se rouler. Il y a d'autres qui se roulent par terre. Donc, vous voyez? Donc, il ne sait pas partager. C'est à lui. Dès qu'on lui donne, c'est fini. Voilà. C'est les raisons pour lesquelles, par exemple, pour les dictateurs, ils sont le plus souvent chassés du pouvoir que par la violence. Puisque toute proposition
de partage du bien commun ou d'alternance politique, comme on le dit, d'alternative politique ou bien démocratie, est réfuté. C'est à lui. Il va rester là jusqu'à... Il a mis ses ventouses, il reste là jusqu'au bout. Il est malheureux. C'est pas le pouvoir, c'est pas... Non, lui c'est le pouvoir, c'est à lui. Les caprices d'enfants, c'est à lui. Mesdames, messieurs, élever la raison et éveiller l'esprit critique dès le jeune âge permettront à l'individu de devenir lui-même et une fois adulte, de pouvoir critiquer sa famille et son milieu socio-culturel, son environnement culturel, seul signe de la raison et donc de la conscience individuelle. Mesdames, messieurs, si tu permets à l'autre de te critiquer, tu pourras le critiquer à ton tour. Rendra donc possible un dialogue sur un mode apaisé, respectueux de l'autre, égalitaire et constructif. Mesdames, messieurs, au plus profond de soi-même, de vous-même, de nous-mêmes et même de moi-même, il y a d'abord le commencement, c'est-à-dire la rencontre, puis l'amour, le mariage ou non, la reproduction, c'est-à-dire la transmission de l'information. D'abord, épigénétique, c'est-à-dire l'inducteur, c'est-à-dire les facteurs aggravants, et puis génétique, c'est-à-dire l'expression de nos gènes. Oui, l'éducation et l'information. Quel binôme célèbre. Oui, l'inégalité entre coût social, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation et l'information, ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Si on vous donne une bonne information, votre vie génétique, vous êtes en bonne santé, vous rentrez dans l'Europe. Si on vous livre une mauvaise information, l'imitation génétique, vous avez la mauvaise information et vous allez continuer dans la mauvaise information. C'est pourquoi on dit que l'ignorance est la pure des souffrances. Oui. Ceci est donc un cas de prise de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal. Mesdames, messieurs, je vous remercie.